Près d'un siècle après la mort de Catherine de Valois, son tombeau fut ouvert lors de son déplacement, exposant ses restes en décomposition. Mais ce qui suivit fut encore plus terrifiant. Nous reviendrons sur cette histoire plus tard. Dès l'instant de sa naissance, Catherine de Valois fut destinée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Fille cadette du roi Charles X de France et de son épouse Isabeau de Bavière, Catherine vit le jour le 27 octobre 1401. À cette époque, le conflit entre la France et l'Angleterre faisait rage depuis 50 longues années. Catherine naquit en plein cœur de ce qui deviendrait plus tard la guerre de 100 ans. Une série de batailles sanglantes entre l'Angleterre et la France pour le contrôle des territoires français et du trône de France. Au moment de la naissance de Catherine, Henri IV était roi d'Angleterre. Il était le troisième roi à siéger sur le trône alors que la violence faisait rage. À ce stade, la France manquait désespérément de ressources, gaspillées dans une querelle sans fin. Mais elle ne pouvait tout simplement pas admettre la défaite. Heureusement, elle avait encore un atout dans sa manche. Elle avait des filles. Des plans pour instaurer la paix par une union avec le trône anglais commencèrent lorsque la sœur aînée de Catherine, Isabelle de Valois, fut offerte au monarque anglais. Dans ce qui est peut-être l'une des images les plus troublantes de l'histoire, Isabelle n'avait que 7 ans lorsqu'elle fut mariée au roi Richard II, âgé de 29 ans. On peut imaginer ce que Catherine attendait de son propre destin avec l'exemple du mariage de sa sœur. Mais après tout cela, les complots du roi et de la reine de France n'aboutirent à presque rien lorsque le pouvoir changea en France et en Angleterre. Le père de Catherine transmit son pouvoir à sa mère et à son oncle. Cette décision entraîna le retour d'Henry Bolingbroke en Angleterre, ce qui provoqua un conflit civil. En 1399, Henri devint roi et Isabelle devint une reine déchue à l'âge de 10 ans. Bien qu'elle ne fût pas encore née, ces événements avaient déjà façonné la vie de Catherine. Avant même que ses parents n'imaginent son destin, ils tiraient les ficelles qui détermineraient son sort. Le nouveau roi, Henri IV, n'avait pas besoin d'épouse. Mais son fils était une toute autre affaire. Les négociations pour marier Catherine à son fils Henri V commencèrent presque dès sa naissance. Heureusement, le destin intervint avant que les familles ne concluent l'accord. Catherine aurait pu subir le même sort que sa sœur, vendue comme épouse enfant à un homme bien plus âgé, si les négociations de mariage n'avaient pas été retardées. Heureusement pour la petite Catherine, Henri IV tomba gravement malade avant son 4e anniversaire. La maladie marqua ses dernières années de vie, et les négociations sur le mariage de son fils prirent fin avec son décès en mars 1413. Pour Catherine, cette perte ne fut qu'un sursis temporaire. Lorsque Henri V monta sur le trône, le conflit en France approchait de ce qui lui vaudrait le nom de guerre de 100 ans. Henri désirait la paix autant que ceux en France. Ainsi, une fois solidement établi sur le trône, il rouvrit les discussions sur le mariage avec Catherine. Mais cette fois, il avait des exigences sérieuses. À ce stade, l'idée de Catherine elle-même ne suffisait pas pour Henri. Il aurait peut-être accepté le mariage, mais il voulait quelques compensations en retour. De grandes compensations. À savoir, une dot considérable et la reconnaissance par la couronne de son droit au trône de France. Après tout, c'est ce pourquoi il se battait depuis près de 100 ans. Mais lorsque la cour française hésita à répondre à ses exigences, Henri s'assura qu'il le regretterait. Désireux de gloire militaire et de renforcer sa position de roi, Henri décida de lancer un siège contre la France. Une décision qui scellerait finalement le destin tragique de Catherine. Cette attaque flagrante contre leur pays aurait dû compromettre les discussions de mariage. Mais Catherine de Valois n'eut pas cette chance. Henri V remporta l'une des batailles les plus réussies de la guerre de 100 ans. Pourtant,
Malgré la nette défaite de la France lors de la célèbre bataille d'Azincourt, le jeune roi continuait à planifier son mariage. À ce stade, Catherine était adolescente et réputée très attirante. Henri la voulait initialement pour ce qu'elle représentait, une victoire sur la France. Mais il suffit d'une rencontre pour que tout change. La beauté de Catherine attira l'attention d'Henri dès qu'il posa les yeux sur elle. Il fut charmé. Mais en tant que roi, il devait encore gérer le conflit entre les deux pays. Et ils étaient toujours membres de deux familles rivales. Aussi jolie et désirable que fût Catherine, Henri ne cesserait pas son invasion sans obtenir ce qu'il voulait vraiment, le trône de France. Le conflit et les négociations autour du mariage ne firent l'eau que retarder l'inévitable. Enfin, en mai 1420, la France signa le traité de Troyes. Le père de Catherine fut forcé de reconnaître Henri et ses descendants comme héritiers du trône de France. En fin de compte, cela ne leur coûta que leur fille bien-aimée. Les choses s'accélérèrent rapidement après la signature de l'accord de paix. Après des années d'incertitude, Catherine épousa Henri, le 2 juin 1420, probablement à la cathédrale de Troyes. Les années de retard permirent à la jeune reine d'atteindre son 19e anniversaire avant de se marier. Henri avait 34 ans. Compte tenu de l'alternative, les choses auraient dû pu être bien pires. Mais malheureusement, son mariage ne fut pas à la hauteur des contes de fées. Catherine ne le savait pas à l'époque, mais sa vie allait devenir un véritable cauchemar. Catherine retourna en Angleterre avec son nouvel époux, parcourant la campagne avant d'être couronnée reine à l'abbaye de Westminster en février 1421. Leur grande union donna peut-être à Henri la couronne française, mais elle n'inaugura pas une période de paix entre les deux nations. Les combats continuèrent en France, même alors que le jeune couple célébrait leur nouvelle union. Malgré sa grossesse avancée, Henri laissa sa femme derrière lui en juin 1421 pour retourner à ses campagnes militaires en France. Enceinte et seule dans un pays étranger, qui était pratiquement un territoire ennemi, Catherine affronta son avenir seule. Henri ne revint jamais de France. Elle donna naissance à son unique fils et héritier le 6 décembre 1421 au château de Windsor. Malgré avoir nommé leur fils du nom de son père, le garçon ne rencontra jamais Henri. Toujours en guerre en France, Henri ne revint pas du champ de bataille pour rencontrer son nouveau-né. Laissée seule dans un pays étranger, Catherine ne revit jamais son mari. Le siège de Meaux commença un mois avant que Catherine n'accouche. Henri fut retenu par sa bataille, pensant peut-être qu'il rentrerait chez lui pour rencontrer son fils une fois tout terminé. Mais cela n'arriva jamais. Au lieu de cela, il tomba gravement malade. Il succomba à sa maladie le 31 août 1422. Henri, le roi anglais, termina sa vie en France, laissant sa femme française affronter seul les loups en Angleterre. Malgré ses 20 ans seulement, Henri laissa Catherine veuve. Il laissa également son fils de 8 mois devenir roi. Pour compliquer encore les choses, Charles VI de France décéda quelques mois plus tard. Grâce au traité de Troyes, le fils de 8 mois de Catherine devint non seulement roi d'Angleterre, mais aussi roi du nord de la France. En tant que mère, cela plaça Catherine dans une position unique, à la fois fragile et puissante. Vous vous demandez peut-être comment un nouveau-né peut être roi? Eh bien, lorsqu'un roi est couronné bien avant d'atteindre l'âge de la maturité, un régent prend le commandement, un adulte pour guider et gouverner à sa place, jusqu'à ce qu'il puisse prendre des décisions par lui-même. Historiquement, ce rôle revient généralement à la mère du garçon. Mais Catherine était française. Et selon la cour anglaise, on ne pouvait pas lui faire confiance. Ainsi, cet honneur revint au frère d'Henri, Humphrey, duc de Gloucester. Comme vous pouvez probablement le deviner, le beau-frère de Catherine ne se préoccupait pas seulement de contrôler son neveu.
il devait aussi contrôler Catherine. Pour maintenir la jeune reine à sa prétendue juste place, il alla jusqu'à des extrêmes inimaginables. À 21 ans, Catherine de Valois était encore en âge de se remarier. Non seulement cela, mais en tant que reine douairière et mère du roi, elle exerçait un pouvoir considérable. Un pouvoir qui pourrait passer à son prochain mari et à tout enfant hypothétique issu de cette union. Cela préoccupait grandement Gloucester. Dire qu'il se sentait menacé serait un euphémisme. Il savait qu'il ne pouvait ni l'exiler ni l'ignorer, mais il pensait qu'elle pouvait être contrôlée. Heureusement pour la couronne, des preuves suggèrent qu'une affection sincère existait entre Catherine et Henri, malgré la brièveté de leur mariage. Cela a peut-être permis une période de grâce avant que Catherine ne commence à chercher un autre homme pour combler le vide laissé par Henri dans sa vie. Mais en 1427, cette période était révolue, et Catherine semblait à nouveau sur le marché, au grand déplaisir de Gloucester. Sous la direction du duc, le Parlement adopta une loi qui restreignait considérablement l'autonomie de la reine sur sa propre vie amoureuse. Il ne pouvait pas exactement interdire à Catherine de se remarier. Son pouvoir et sa position la protégeaient à cet égard. Elle restait une femme autonome, mais il pouvait rendre l'idée de l'épouser beaucoup moins attrayante. La loi adoptée par le Parlement stipulait que Catherine ne pouvait essentiellement pas se marier sans le consentement du roi. Techniquement, Catherine restait libre d'épouser qui elle voulait. Mais tout futur mari encourait un piège important si le roi ne l'approuvait pas. Si elle épousait un homme sans le consentement du roi, rien ne lui arriverait à elle. Ses titres et sa position la protégeaient, mais son mari perdrait tout. Tout mari qui épouserait Catherine sans la permission du roi perdrait ses terres et ses possessions. Catherine se retrouva à la merci de son fils, ce qui posait un problème important. Que ce soit par affection entre elle et son fils importait peu. Au moment de l'adoption de la loi, Henri VI n'avait que 6 ans. En gros, Catherine ne pouvait pas épouser un autre homme sans le consentement de son fils de 6 ans, à moins qu'elle et son futur mari ne veuillent risquer de tout perdre. Mais cette loi pourrait avoir eu l'effet inverse et pousser Catherine dans les bras de l'homme le plus inapproprié possible. L'Angleterre et le pays de Galles étaient en conflit depuis le XIIIe siècle, lorsque les rois anglais commencèrent à s'étendre agressivement au pays de Galles avec un seul objectif en tête: conquérir le territoire au nom de l'Angleterre. Bien que l'Angleterre ait réussi, le pays de Galles refusa de se soumettre docilement et d'accepter son sort. Les tensions étaient vives entre les deux nations, surtout dans les années 1400. Ainsi, le choix suivant de Catherine en matière d'amant provoqua un scandale généralisé. Owen Tudor descendait d'une puissante famille galloise. Même si les liens avec les anciens trônes gallois avaient disparu au profit de la nouvelle classe dirigeante anglaise, sa famille conservait une influence significative. Malgré son héritage gallois, Owen parvint à obtenir une place importante au sein de la maison royale, commandant le respect en tant que courtisan. Bien que Catherine ne pût se marier sans le consentement du roi, l'histoire accepte que Catherine et Owen Tudor se soient mariés, mais en secret. Leur mariage fut probablement gardé secret, en raison des implications sociales et du scandale potentiel, étant donné qu'ils se marièrent sans consentement royal. Bien qu'il n'existe aucune trace de la date de ce mariage, beaucoup supposent qu'il a dû avoir lieu vers 1429 ou 1430, car Catherine quitta la maison de son fils à cette époque. Bien que les historiens le supposent, ils n'ont aucune preuve, même s'il semble étrange qu'un mariage aussi significatif entre un couple aussi controversé n'ait aucune trace. Le mariage de Catherine et Owen est l'une des nombreuses anomalies étranges de l'histoire. Pourtant, malgré cela, aucune preuve n'indique que quiconque ait jamais remis en question la validité de cette union à l'époque,
ou au fil de l'histoire. Ainsi, le second mariage de Catherine changea à jamais le visage de l'Angleterre. Nous savons que leur mariage produisit au moins 3 fils, dont Edmund Tudor, qui devint le père du roi Henri VII, le fondateur de la dynastie Tudor. C'est exact. Sans Catherine et Owen, Henri VIII et tout ce qui suivit n'auraient jamais existé. C'est aussi cette dynastie qui éclaire quelque peu le mystère du mariage de Catherine et Owen. Alors que leurs enfants continuèrent à changer l'Angleterre, Catherine malheureusement ne vécut pas pour le voir. Elle décéda début janvier 1437, à l'âge de 35 ans. La cause officielle de ce décès est l'accouchement, car elle serait morte quelques jours après avoir donné naissance à Londres à l'un de ses 6 enfants. On déposa Catherine dans la chapelle de la Vierge à l'abbaye de Westminster. Parce qu'elle s'était remariée, elle perdit le droit de reposer aux côtés de son premier mari, le roi Henri V. Catherine resta dans ce lieu de repos jusqu'à ce que son petit-fils Henri VII remporte le trône. Le nouveau roi avait de grands projets pour l'abbaye de Westminster. Dans ce cadre, il ordonna la destruction de la chapelle de la Vierge pour en construire une nouvelle. Bien qu'elle ne fût plus en vie, on pourrait dire que c'est là que les véritables ennuis de Catherine de Valois commencèrent. Pour rénover la chapelle, ils décidèrent de déplacer tous ceux qui s'y trouvaient, y compris Catherine. Ils la déplacèrent dans un lieu temporaire et l'oublièrent complètement. Certaines sources suggèrent qu'Henri VII détruisit délibérément les restes de sa grand-mère, cherchant à couper les liens avec elle, et toute rumeur d'une règle illégitime. D'autres affirment simplement qu'il l'oublia, tout comme tout le monde. Quelle qu'en soit la raison, les résultats furent les mêmes et tout aussi tragiques. Le tombeau de Catherine s'était considérablement détérioré. Vers le début des années 1500, ils la déplacèrent près du grand tombeau de son premier mari. Et dans le processus, le couvercle se brisa, révélant ses restes à l'intérieur. Le problème est que personne ne referma le tombeau. Au lieu de cela, ils laissèrent Catherine là, négligée, oubliée et exposée à côté de son glorieux mari. Cela était déjà assez brutal, mais une honte supplémentaire s'abattit sur Catherine. Les souverains successifs la laissèrent exposée à quiconque passait par là. Ses restes devinrent une attraction touristique, les gens venant l'observer. Des années plus tard, des écoliers malmenèrent le corps exposé, endommageant et même retirant des parties des restes. Il semblait que personne ne veillerait sur cette reine oubliée. Un léger répit vint pour Catherine en 1768, lorsqu'ils déplacèrent ses restes dans un lieu privé. Cela la protégea, mais elle resta oubliée. Ce n'est qu'en 1877, sous le règne de la reine Victoria, qu'ils reposèrent enfin Catherine aux côtés de son premier mari, avec l'honneur qu'elle méritait. Cela arriva peut-être 400 ans trop tard. Mais l'ironie est qu'il fallut une reine pour réaliser qu'une autre reine méritait un lieu de repos convenable. Heureusement, la reine Victoria fut à la hauteur de la tâche, et restaurer le tombeau royal de Catherine à côté de son premier mari, Henri V, fut vraiment la meilleure façon de commémorer le mariage qu'ils avaient eu et de reconnaître l'amour qu'ils partageaient. Malgré des années d'indignité, l'Angleterre doit beaucoup à Catherine. Sans elle, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinet, pour découvrir encore plus de faits incroyables sur tout.